Le 15 septembre 1935, dans la ville de Nuremberg, le Troisième Reich proclame un nouveau cadre juridique qui redéfinit l'identité citoyenne en Allemagne. Il s'agit des lois de Nuremberg, une série de régulations qui officialisent la ségrégation raciale et éliminent la citoyenneté juive en Allemagne. Parmi elles, la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand impose des interdictions strictes. Les mariages entre juifs et personnes d'ascendance allemande ou apparentée sont complètement annulés, même s'ils ont été célébrés dans un autre pays. La législation ne se limite pas seulement au mariage. Toute relation extraconjugale entre juifs et citoyens allemands est déclarée illégale, devenant un crime qui peut entraîner de sévères sanctions. Pour le régime, ces mesures ne sont pas simplement une question de politique, mais une stratégie de protection raciale fondée sur l'idéologie de la pureté ethnique. La narration nazie insiste sur le fait que le sang allemand doit être préservé intact pour garantir la continuité de la nation, un concept directement tiré de la rhétorique raciale promue par Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf. Depuis le tribune du Reichstag, l'approbation de ces lois est présentée comme un acte de consensus absolu. Cependant, au-delà de leur apparente formalité, les nouvelles dispositions légales ne font que consolider des pratiques de discrimination déjà établies. Pour la communauté juive en Allemagne, cette annonce n'est pas seulement une nouvelle restriction, mais l'avertissement d'un avenir où l'exclusion deviendra la norme. La ségrégation est désormais codifiée dans la loi et l'étape suivante sera sa mise en œuvre systématique. Ce qui a commencé comme un cadre légal pour la séparation s'est rapidement transformé en un outil de persécution. Une simple suspicion suffisait pour être arrêté, jugé sans preuve et envoyé dans un camp de concentration. Les autorités nazies ont lancé des campagnes pour dénoncer ceux qui enfreignaient ces normes, fomentant la méfiance entre voisins, amis et même membres de la famille. Le contrôle de l'État sur la vie privée de ses citoyens s'intensifiait, consolidant un régime où la pureté raciale était loi. Les lois de Nuremberg se sont étendues aux territoires occupés, où elles furent imposées avec brutalité. À Vienne, Prague et Varsovie, les autorités allemandes renforcèrent la surveillance de la population juive, les identifiant, les isolant et les préparant à ce qui allait suivre. L'exclusion légale marqua le début d'un processus qui culminerait avec la solution finale. Mais, même au milieu de l'horreur, l'impensable se produisit. Un jeune officier autrichien des SS tomba amoureux d'une prisonnière juive. Franz Wunsch est né le 21 mars 1922 à Drasnhofen, en Autriche, au sein d'une famille aux racines nationalistes. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il a grandi dans un environnement où la propagande nazie imprégnait chaque aspect de l'éducation et de la société. L'annexion de l'Autriche au Troisième Reich en 1938 n'a pas seulement consolidé la domination allemande sur son pays, mais a également élargi le recrutement des SS, présentés comme l'élite du national-socialisme. L'Autrichien, âgé de seulement 18 ans, fut accepté dans les SS après un processus de sélection qui valorisait la pureté raciale, la force physique et la dévotion au Führer. Dans les centres de formation, les recrues recevaient un entraînement militaire, mais aussi un endoctrinement idéologique. On leur enseignait que la compassion était une faiblesse et que la lutte pour la supériorité aryenne justifiait n'importe quel acte. La discipline était stricte et la brutalité, un outil de contrôle. Pendant les premières années de la guerre, il servit dans différentes unités, démontrant sa loyauté envers le régime. Son rôle au sein des SS n'était pas encore défini, mais bientôt son destin allait changer. En septembre 1939, l'Allemagne lança son offensive sur la Pologne, déclenchant la guerre la plus meurtrière de l'histoire. En quelques semaines, les forces nazies occupèrent le pays, déclenchant un régime d'atrocité. La persécution des Juifs s'intensifia avec la création de ghettos et des déportations massives. Pendant ce temps, au cœur du Reich, la machine de guerre allemande exigeait de plus en plus de soldats, et le rôle des SS dans le conflit s'étendait. En 1941,
L'invasion de l'Union soviétique porta la brutalité à un autre niveau. Pendant l'offensive, des unités spéciales exécutèrent des exécutions systématiques sur le territoire occupé. Franz, déployé sur le front oriental, fut blessé et écarté des combats. Plutôt que d'être retiré du service, il fut réaffecté à une fonction différente dans le système nazi, la surveillance à Auschwitz. Avec cette affectation, il devint membre des SS Totenkopf, une unité spécialisée dans la gestion des camps de concentration. Auschwitz n'était pas une destination ordinaire. Il fut affecté à la supervision des entrepôts de pillage connus sous le nom de Canada, où étaient stockés les biens confisqués aux prisonniers. De là, il fut témoin du mouvement incessant des trains qui arrivaient au camp. À leur descente, les prisonniers étaient organisés en file sous la stricte surveillance des SS. À chaque transport, arrivaient non seulement des prisonniers, mais aussi des tonnes d'objets personnels pillés. Valises, bijoux, documents, vêtements et même des jouets d'enfants étaient immédiatement confisqués. Le jeune homme avait un accès direct à ces biens et participait à leur gestion, veillant à ce que ce qui avait de la valeur soit envoyé au Reich. Auschwitz n'était pas seulement un camp de prisonniers, il fonctionnait aussi comme un point clé de l'économie de guerre nazie. Auschwitz n'était pas conçu pour ce qu'il est devenu. À ses débuts, le camp avait une capacité d'accueil de 125 000 prisonniers de guerre soviétiques. Cependant, sa fonction changea rapidement. Il devint un centre d'extermination où l'efficacité et la logistique furent optimisées pour l'élimination systématique des individus. Birkenau, la section la plus grande du complexe, fut cruciale dans cette transformation. Construite en 1941, son infrastructure fut conçue pour recevoir de grands convois de déportés. Les voies ferrées s'étendaient jusqu'à l'intérieur du camp, facilitant le débarquement de milliers de prisonniers chaque jour. Des baraquements précaires, des clôtures électrifiées et des tours de guet formaient un environnement où le contrôle absolu des SS garantissait que personne ne s'échappe. Chaque nouveau transport amenait des prisonniers de différentes régions d'Europe. Les nouveaux arrivants, affaiblis après des jours de voyage sans eau ni nourriture, étaient soumis à une sélection immédiate. Pour les SS, Auschwitz se consolidait comme un point clé au sein de la machine nazie. À Auschwitz, la déshumanisation était immédiate. Les prisonniers aptes au travail étaient tatoués d'un numéro, rasés et forcés de porter des uniformes en lambeaux. À partir de ce moment, leur unique fonction était de travailler jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus supporter. Les journées de travail pouvaient durer jusqu'à 16 heures, sans nourriture et exposés au froid. Franz Wunsch avait une tâche claire, garantir que le système fonctionne sans interruption. Il supervisait la discipline dans le camp et s'assurait que l'obéissance soit maintenue à tout prix. Une erreur d'un prisonnier pouvait être punie par un coup, une exécution sommaire, ou le transfert vers les baraquements de la faim, où l'épuisement faisait le reste. La routine dans le camp était conçue pour démoraliser les prisonniers, mais au milieu de l'horreur, certains tentèrent de trouver des moyens de survivre. Parfois, le destin d'un détenu pouvait changer par un simple acte inattendu. Le 21 mars 1942, les officiers des SS célébraient l'anniversaire de Franz à Auschwitz. Entre vers et plaisanteries, les prisonnières étaient forcées de les servir, sachant que la moindre erreur pouvait leur coûter la vie. Elena Citronova, une jeune juive slovaque, était arrivée dans l'un des premiers transports de femmes. Trompée par la promesse de travail, elle s'était retrouvée dans un camp où la torture faisait partie de la routine. Pour survivre, elle apprit vite. Obéir, ne pas se faire remarquer et ne pas provoquer. Lors de la célébration, une capo ordonna que quelqu'un chante. Elena savait que refuser n'était pas une option. Elle s'avança et commença à chanter en allemand. Sa voix était faible au début, mais peu à peu elle gagna en force. Quand elle eut terminé, l'anniversaire ordonna qu'elle répète la chanson. Personne ne comprenait pourquoi, mais il ne détournait pas le regard d'Elena. Le lendemain matin, son nom, celui d'Elena, apparut sur une liste. Elle devait retourner au même endroit. Lorsqu'elle se présenta dans le baraquement, l'officier nazi l'attendait déjà. Sans explication, il lui donna un morceau de pain et un manteau.
À partir de ce moment-là, il commença à la chercher dans l'entrepôt où elle effectuait habituellement des surveillances. Au début, les rencontres étaient brèves, à peine un instant où il lui laissait de la nourriture, des vêtements ou de petits cadeaux. Elena ne savait pas comment réagir. Elle le détestait et ne lui faisait pas confiance. Mais à Auschwitz, chaque faveur avait un prix et la rejeter pouvait signifier la mort. Avec le temps, elle commença à remarquer quelque chose d'étrange chez lui. Il ne la regardait pas comme les autres gardes. Sa voix n'avait pas le ton autoritaire qu'il utilisait avec les autres prisonniers. Au début, elle pensa que c'était une stratégie, mais chaque fois qu'ils se croisaient, l'image de l'officier cruel s'estompait un peu plus. Pour Franz, Elena devint une obsession. Il ne pouvait l'expliquer, mais chaque fois qu'il la voyait, son devoir en tant qu'officier des SS Totenkopf passait au second plan. La dynamique entre eux changea. Ce qui avait commencé comme un échange silencieux de faveurs se transforma en quelque chose de plus complexe. Elena ne ressentait aucune affection pour lui, mais chaque geste qu'il lui faisait la poussait à reconsidérer ce qu'elle croyait impossible. Lui, aveuglé par un sentiment qu'il ne pouvait pas exprimer ouvertement, commença à prendre de plus en plus de risques pour elle. Ce qui se passait n'échappa pas aux autres. Le camp de Birkenau n'était pas un endroit où la confidentialité existait réellement. Les prisonniers ne tardèrent pas à remarquer l'attention que l'officier des SS portait à Elena. Certains pensaient qu'elle avait de la chance d'attirer le regard d'un officier, mais beaucoup d'autres la considéraient comme une traîtresse. Les tensions montèrent, les regards suspicieux devinrent constants et les murmures se transformèrent en menaces. Le risque était évident, mais Elena sut en tirer parti. Des prisonniers désespérés s'approchèrent d'elle, cherchant de l'aide, convaincus que Franz ferait tout pour la satisfaire. Elena commença à lui transmettre des notes avec les numéros d'identification de certains détenus et le mot « aide », s'assurant qu'ils soient protégés. Lui, aveuglé par ce qu'il ressentait, acceptait sans hésiter. Tandis qu'il la voyait comme l'amour de sa vie, d'autres la percevaient comme une menace. Chaque geste, chaque regard et chaque faveur la mettaient davantage en danger. En octobre 1943, une détenue anonyme dénonça Elena et Franz. Il se murmurait que leur relation allait au-delà de ce qui était permis. Cette même nuit, les gardes la sortirent de son baraquement et l'emmenèrent au bloc 11, le lieu réservé aux prisonniers accusés de crimes graves. La cellule était si petite qu'elle ne pouvait à peine se recroqueviller au sol. Pendant 5 jours, elle fut interrogée sans relâche, leur exigeant de confesser. À plusieurs reprises, ils la poussèrent contre le mur, la menaçant d'une arme, lui assurant qu'ils l'exécuteraient à tout moment. Pendant ce temps, le jeune Autrichien fut soumis à un autre interrogatoire. Les autorités voulaient savoir jusqu'où il avait franchi la ligne avec une prisonnière juive. Il resta ferme et nia toutes les accusations. Lorsqu'il fut amené devant le tribunal des SS, il se mit au garde à vous et leva la main dans un salut nazi. Ils ne posèrent plus de questions. Le juge, au lieu de le condamner, lui fit un clin d'œil avant de le libérer. Après le verdict final, Elena retourna au camp, son corps brisé. Les regards de ses compagnes, auparavant indifférents, devenaient de plus en plus froids et hostiles. Sa situation avait complètement changé, et chaque décision qu'elle prendrait à partir de ce moment-là serait cruciale. Quelques jours plus tard, Elena tomba malade de la typhoïde, une condamnation certaine à Auschwitz. La fièvre la fragilisa rapidement. Tout prisonnier dans cet état était considéré comme mort en sursis. Franz le savait et agissait avant que la situation ne s'aggrave. Il la cacha en haut de quelques étagères dans l'entrepôt où il pouvait la voir, profitant du chaos et du désordre total du lieu. Là, il improvisa un lit avec des couvertures et s'assura que personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Chaque jour, il montait la voir, lui apportant du pain, du bouillon et les paquets de nourriture qu'il recevait de sa mère. Il la soignait en silence, attendant qu'elle se réveille, observant comment son corps luttait contre la fièvre. Mais Elena empirait et il le savait. Dans un acte désespéré, il se rendit chez le docteur Joseph Mengele, l'homme qui décidait qui vivait et qui mourait. Il n'avait aucun pouvoir sur ses décisions, mais il essaya quand même. Il lui offrit sa collection de disques, sa possession la plus précieuse, en échange de sa vie. Il ne demanda rien d'autre, juste qu'elle puisse vivre.
Quelques jours plus tard, Elena ouvrit les yeux. Franz la regardait comme s'il avait accompli l'impossible. Elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait, mais à ce moment-là, quelque chose changea. Pour la première fois, elle ne le voyait pas comme un garde, mais comme un homme prêt à tout risquer pour elle. Alors qu'elle luttait encore pour se remettre du typhus, une nouvelle déchirante secoua Elena complètement. Sa sœur Rojika était arrivée à Auschwitz avec ses 2 enfants, une fille de 9 ans et un bébé nouveau-né. Le désespoir l'envahit immédiatement. Sans hésiter, elle rassembla les faibles forces qu'il lui restait et courut vers la zone de sélection. Mais il était déjà trop tard, les gardes les avaient envoyés directement vers les chambres à gaz. Désespérée, elle supplia pour leur vie et implora les officiers de les laisser vivre, mais la décision avait déjà été prise. Lorsqu'elle comprit qu'il n'y avait plus d'espoir, elle demanda à mourir avec eux. Les gardes, indifférents, étaient sur le point de lui accorder son souhait lorsque soudain, Franz apparut. Il se jeta sur elle et la frappa brutalement devant tout le monde, feignant de la punir pour avoir violé le couvre-feu. Puis, il se pencha et, dans un murmure, lui dit « Dis-moi le nom de ta sœur ». Quelques minutes plus tard, il courut vers le crématoire et réussit à arrêter le processus à temps. Il convainquit les officiers que Rojika était encore apte au travail, mais il ne put rien faire pour ses enfants. À Auschwitz, les plus jeunes ne comptaient pas. Elena retourna dans son baraquement, son corps défiguré et son regard vide. Rojika avait survécu, mais le prix de la vie à Auschwitz était encore plus élevé. En janvier 1945, l'avancée de l'armée rouge obligea les nazis à évacuer Auschwitz. Les prisonniers furent alignés pour ce qui serait connu sous le nom de marche de la mort. Seuls ceux ayant suffisamment de force survivraient. Avant le départ, Franz chercha Elena dans son baraquement. L'endroit était vide, la plupart avaient déjà été emmenés pour la marche. Elle seule restait là, attendant l'inévitable. Ils se regardèrent sans rien dire. Après tout ce temps, il n'y avait plus de mots suffisants. « Je t'ai beaucoup aimé », dit-il finalement. Elena, les yeux pleins de larmes, l'embrassa fort et supplia « Ne m'oublie pas ». Dehors, les cris des officiers pressèrent la formation. La température chutait rapidement et le trajet serait brutal. L'officier des SS Totenkopf ne pouvait pas arrêter l'évacuation, mais il avait encore quelque chose à faire pour elle et sa sœur. En silence, il leur remit une paire de bottes doublées de fourrure. Ce n'était pas un simple geste. L'hiver polonais était brutal et la marche de la mort ne pardonnait pas aux faibles. Sans vêtements appropriés, de nombreux prisonniers tomberaient en chemin, condamnés par le froid et l'épuisement. Les prisonniers avançaient avec difficulté. Il n'y avait pas de chemin, seulement de la neige et de la glace. Chaque pas leur arrachait la peau des pieds. Franz le savait. Il ne pouvait pas empêcher la marche, mais les bottes qu'il leur donna pouvaient en faire la différence. Quelques jours plus tard, le 27 janvier 1945, l'armée rouge réussit finalement à entrer à Auschwitz. Elena avait survécu. Avec le temps, elle s'installa en Israël et forma une famille, mais le passé ne disparut pas. Lui, qui avait été un officier des SS, tenta de la contacter, mais un de ses proches répondit en son nom, lui exigeant de ne plus jamais écrire. « Le crime que tu as commis ne s'effacera jamais de tes mains », disait la lettre. Les souvenirs d'Auschwitz ne la quittèrent jamais. Ses enfants racontèrent des années plus tard qu'elle souffrait de crises de colère incontrôlables, convaincue que sa famille était maudite. La guerre était terminée, mais son histoire demeurait marquée par ce qu'elle avait vécu. En 1972, Franz fut arrêté en Autriche et jugé pour crime de guerre. Des documents officiels et des témoignages de survivants confirmaient en sa participation aux sélections et à la violence exercée à Auschwitz. Malgré les années écoulées, les preuves contre lui demeuraient intactes. Elena reçut une lettre inattendue. Ce n'était pas de l'ex-officier nazi, mais de sa femme. Elle lui demandait de témoigner en sa faveur, lui assurant que son témoignage pourrait changer le cours du procès. Pendant plusieurs jours, Elena hésita. Raviver ce qui s'était passé signifiait affronter un passé qui ne l'avait jamais quitté, mais elle savait que sa parole avait un poids incontournable. Elle se rendit à Vienne et entra dans la salle du tribunal les yeux baissés. Franz était là, mais elle évita de le regarder.
Lorsque son tour arriva, elle déclara qu'il l'avait protégée et aidé à sauver sa sœur. Mais elle confirma aussi ce qu'elle avait vu à Auschwitz, sa participation aux sélections et la brutalité avec laquelle il traitait les prisonniers. La défense plaida que le délai légal pour juger ces crimes était expiré. Le verdict final fut annoncé. Franz Wunsch fut acquitté de toutes les charges. Le procès était terminé, mais son histoire n'en avait pas fini. Des décennies plus tard, le nom d'Elena restait présent dans la vie de Franz. Sa fille Magda révéla qu'il ne l'avait jamais oubliée. Il gardait une photo d'elle prise à Auschwitz, une image inhabituelle où elle souriait. Cette photo ne l'abandonna jamais. Il la portait avec lui, la regardant en silence comme si le passé pouvait être changé simplement en la regardant. Mais il ne se contenta pas de la conserver. L'ex-officier nazi fit de multiples copies et commença à les modifier. Il découpait le visage d'Elena et le plaçait sur d'autres images, tentant de réécrire l'histoire. Dans les photos modifiées, Auschwitz disparaissait. Elena n'était plus une prisonnière, mais une femme libre dans un lieu indéterminé. Sa fille se souviendrait des années plus tard de la manière dont son père parlait d'elle avec une obsession qui ne disparut jamais. Après la guerre, Franz tenta de la retrouver. Il lui écrivit à plusieurs reprises, lui assurant que son amour était resté intact et qu'il souhaitait récupérer ce qu'ils avaient perdu. Mais Elena ne répondit jamais. Il n'y eut aucun signe, ni adieu. Pour lui, elle restait la jeune femme qu'il avait laissée en 1945. Pour Elena, il faisait partie d'un passé dont elle ne voulait jamais entendre parler. Le roman était terminé, mais pas pour Franz.